Bien, merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, je retrouve notamment mon ami Dominique Tricot, mais aussi Monsieur le bâtonnier, Kilani, puisque nous nous sommes rencontrés dans des temps anciens et nous avions déjà travaillé côte à côte. Donc, merci pour cette invitation. Merci pour cette initiative concernant le combat contre la torture. Bon, la torture, c'est une plaie béante sur le visage de l'humanité. Et son éradication doit être un objectif partagé par tous les peuples, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture. C'est vraiment l'expression de la barbarie. Euh, et malheureusement, elle est de tous les temps, cette barbarie. Et encore aujourd'hui, elle est de tous les instants. Donc ce n'est pas un sujet secondaire que de s'intéresser à la manière de combattre la torture. Alors, Monsieur le bâtonnier, vous avez déjà bien entamé le sujet et je vous remercie. Bon, en citant les principaux textes au niveau international qui prohibent la torture et qui la répriment. Donc vous avez parlé de la Convention. Alors le texte fondateur, c'est la Convention de décembre 1984 contre la torture, qui institue notamment ce mécanisme de compétence universelle. Vous avez aussi donc le protocole facultatif qui se rapporte à cette convention, qui est entré en vigueur en 2006, qui complète cette convention sur le plan opérationnel. Vous avez rappelé la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez rappelé le pacte international des droits civils et politiques qui interdisent la torture. Bon, on peut parler de la Convention européenne des droits de l'homme, on peut aussi parler puisque c'est sur notre continent, la Charte africaine des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Bon, cette prohibition de la torture, elle est universelle et c'est un peu normal que la Convention de 84 ait mis en place la compétence universelle. Bien. La Tunisie a ratifié ces conventions, la Convention de 84. Elle a ratifié également le protocole dont je viens de parler à l'instant. Bon, la Convention de 84, je pense que elle a été ratifiée en 88. Le protocole dont je viens de parler a été également ratifié en 2011. Bien. Donc, vous êtes doté en Tunisie des outils juridiques qui condamnent la torture et qui permettent justement d'exercer des recours lorsqu'il y a des cas de torture. Alors, moi, je souhaite parler essentiellement, pour rentrer dans la pratique, sinon on risque de se redire, et notre confrère, Benoît Maistre, va sans doute développer davantage ces questions juridiques. Hein. Moi, je reviens simplement sur la compétence universelle. Le texte de la Convention de 84 est un outil unique au monde, unique dans l'histoire, parce qu'il pose le principe de la compétence universelle. Et tous les États, il y a 176 États qui ont ratifié cette convention, acceptent la compétence universelle. Elle n'existe pas. Alors, après, il y a des mécanismes de compétence universelle, hein, puisqu'il y a d'autres crimes qui ressortent de cette convention. Mais ce sont des créations jurisprudentielles. Mais là, il y a un texte, la Convention de 84, compétence universelle. Compétence universelle et en même temps, obligation pour les États de poursuivre. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres crimes, aussi terribles soient-ils. Donc, cette convention, c'est un outil unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du monde du droit. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, bon, essentiellement, c'est un peu ce que nous faisons, Avocats sans frontières. Bon, Avocats sans frontières France, hein, puisque nous sommes plusieurs organisations qui ont ce nom à travers le monde. Il y en a une vingtaine. Donc, Avocats sans frontières France, c'est moi qui l'ai fondé officiellement en 1998. En fait, mes premières expériences en 97, c'était avec Avocats sans frontières Belgique, où nous sommes allés défendre accusés et victimes du génocide rwandais devant les tribunaux rwandais.
Donc, création en 1998, dont nous sommes maintenant, nous allons sur nos 27 ans. Et ces 27 ans ont été consacrés à l'action, à l'action de défense des citoyens du monde qui se retrouvent avec des accusations graves et sans avoir à leur côté d'avocats libres et indépendants. Hein, je dis ça tout de suite parce que nous nous consacrons aussi sur ce chemin-là, parce que nous avons fait un chemin et nous nous sommes aperçus, je vous donne l'exemple du Rwanda, où j'étais, donc j'étais un des premiers à partir en 1997. Bon, le premier confrère rwandais qui a accepté d'être à nos côtés, de participer à ce travail, car après le Rwanda, hein, c'est de l'ingérence, c'est de l'impérialisme, tout ce que vous voudrez, mais c'était surtout qu'après le génocide, il restait 12 avocats au Rwanda pour environ 100 000 accusés et on ne sait combien de victimes. Donc nous sommes allés là-bas parce qu'il n'y avait personne pour le faire, sachant que les avocats qui étaient là refusaient de défendre les accusés et on comprenait pourquoi quand on était confronté à l'Holocauste, bon, qui était encore là sous nos yeux. Et le premier confrère qui a accepté de travailler avec nous, là, il a été enlevé, on ne l'a plus jamais retrouvé. Je lui rends hommage, Murengezi, voilà. Il n'est plus des nôtres et il a payé de sa vie le fait de vouloir exercer la fonction de défense. Ce qui nous a amené à deux choses. D'abord, dans tous nos projets, à favoriser, en même temps que nous défendions, bon, lorsque c'était nécessaire, mais à renforcer les acteurs locaux de la justice et du droit. Nous n'avons aucune visée impérialiste, nous ne sommes pas une firme qui essaie de se développer et de s'installer dans tel ou tel pays, nous sommes au service de la justice, au service du droit et au service des avocats. Donc, nous sommes arrivés sur les avocats à travers ces premières expériences et nous avons vu encore une fois, même si chez nous, nous le savions, nous savons tous que c'est un métier fragile. Bon, hein, bon, les circonstances politiques, sociales peuvent parfois nous désigner, nous mettre en danger. Mais là, confrontés à ces situations, nous avons vraiment ressenti au fond de nous-mêmes combien nous étions une espèce, si je puis dire, fragile. Hein, quand on entre dans des pays qui ont connu le pire et on est toujours assimilé. Au début, on a surtout défendu les accusés. Pourquoi? Ben parce que ils étaient en prison et grâce à des institutions internationales qui leur apportaient de la nourriture, la Croix-Rouge et d'autres, les accusés ont su que nous étions là. On a dit, donc, résultat, au début, nous étions venus défendre les génocidaires. Et puis, nous avons réussi assez rapidement à être au contact aussi d'associations de victimes. Alors pour certains, là, nous étions venus défendre. Là-bas, vous savez, ça se résumait à l'opposition entre Hutu et Tutsi, dont soit nous étions assimilés aux uns, soit nous étions assimilés aux autres. Et il a fallu du temps pour que on comprenne que nous n'étions pas partie prenante à ce conflit, que nous étions partie prenante uniquement à la justice. Alors, la torture, un ou deux exemples, hein, puisque nous y sommes confrontés. Bon, les premiers, ça a été en Colombie, voilà, où donc nous avons travaillé avec les confrères colombiens, nous avons eu des cas de torture, nous avons fait amener deux affaires devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ensuite, la deuxième expérience, ça a été donc au Nigeria, qui s'est développé dans le temps, au Nigeria, où nous avons des programmes spécifiques de lutte contre la torture. Alors, nous, c'est qui? C'est Avocats sans frontières, France, mais c'est en partenariat avec la Nigerian Bar Association. Bon, vous savez que le Nigeria est le pays le plus peuplé près d'Afrique, 220 millions d'habitants, et les avocats, ils sont au moins 200 000. Le barreau nigérian est un barreau puissant qui s'organise, et c'est avec lui que nous menons ce combat contre la torture. Alors, ça consiste à quoi? Alors, vous disiez, bâtonnier, tout à l'heure, oui, les avocats sont parfois, oui, souvent même les premiers témoins des actes de torture, parce que nos clients ont été torturés dans le centre, dans les commissariats, dans les centres de détention, pour les faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas forcément commis. Donc, nous sommes au contact direct des personnes victimes de torture. Et donc,
dans un pays comme le Nigeria, en collaboration avec les organisations de défense des droits de l'homme, on identifie des cas de personnes qui ont été victimes de torture et nous saisissons la justice nigériane, nous déposons plainte, ainsi de suite, puisque dans la législation nigériane, la torture est prohibée. Le Nigeria est signataire de la Convention de 84, du Pacte international des droits civils et politiques, ainsi de suite, de la Charte africaine des droits de l'homme aussi, dont nous saisissons la justice et à plusieurs reprises, nous avons obtenu la condamnation de l'État nigérian à verser des dommages et intérêts à des personnes victimes de torture. Et j'allais dire mieux encore, car il y a la chaîne du mal qui est la suivante, c'est arrestation, torture, aveu, condamnation à mort. Ah, ça, c'est voilà, hein, ce à quoi nous avons été confrontés. Et dans au moins deux cas, pour des personnes condamnées à mort, sur des aveux, alors je raccourcis, hein, je fais simple, sur des aveux obtenus sur la torture, eh bien, nous avons obtenu la révision de ces procès. Et vous savez sans doute qu'il existe, oui, vous savez, qu'il existe donc des juridictions internationales, comme en Europe la Cour européenne des droits de l'homme, donc en Afrique la Cour africaine, et vous avez à l'Afrique de l'Ouest, dont dépend le Nigeria, la Cour de la CEDEAO, qui est très active, qui a, pour faire simple, fonctionnement, un rôle proche de celui de la Cour européenne que nous connaissons peut-être mieux. Et la Cour de la CEDEAO, à plusieurs reprises, a condamné l'État nigérian à verser des dommages et intérêts à des victimes de torture. Donc ce sont des combats judiciaires que nous menons dans notre fonction d'avocat, toujours bien entendu auprès des confrères locaux. L'autre exemple, alors, peut-être plus emblématique, mais moins massif, parce que là le Nigeria, nous avons défendu, nous y travaillons depuis 10 ans. Notre première intervention au Nigeria, c'était pour participer à la défense d'une femme, Amina Lawal, qui avait été condamnée à mort pour adultère, qui devait être lapidée. Et nous étions intervenus au soutien d'une consoeur nigériane qui elle-même, parce qu'elle a accepté de défendre une femme adultère, était menacée de mort. Donc, au Nigeria, nous y travaillons depuis 22 ans, 22 ans bientôt. Et donc, nous avons été saisis de milliers de cas sur des projets sur la peine de mort et également sur des projets contre la torture dont nous parlons aujourd'hui. Donc, grâce à l'action des avocats et à l'utilisation de ces outils dont nous venons de parler, nous avons obtenu ces résultats qui, à l'égard de l'État nigérian, commencent à porter ses fruits, même s'ils ne sont pas miraculeux, s'ils ne sont pas magiques. Une autre affaire dont je vous dis deux mots, mais le temps passe et je vais bientôt m'arrêter, ça a été une affaire aussi emblématique pour nous, c'était l'affaire dite des infirmières bulgares et des médecins palestiniens, arrêtés en Libye pour avoir inoculé le virus du sida à des centaines d'enfants. Bon, accusation aussi horrible aussi fantaisiste que terrible. Et ces personnes-là étaient donc l'objet d'un petit complot organisé par l'État libyen et son chef, parce que ben, il y avait eu dans l'hôpital de Benghazi ces enfants morts du sida et il fallait trouver des responsables, et vous le savez, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'y a rien de mieux comme responsable qu'un étranger. L'étranger, c'est pratique, hein, il est un peu seul, il n'est pas comme nous, donc il est responsable. Alors, les responsables, c'était les infirmières de Bulgares, et puis il avait fallu, pour que le portrait soit complet, il a fallu un médecin quand même dans cette opération, qui consistait donc à piquer les enfants, ces enfants, 420 et quelques, avec du sang contaminé pour les tuer. Donc, il y avait un médecin, et ce médecin, c'était un médecin palestinien, enfin, d'origine palestinienne, qui, avec sa famille, avait trouvé refuge en Égypte, puis ensuite donc en Libye. Et El Ajouj, bon, mon ami El Ajouj,
il s'est retrouvé accusé lui aussi d'avoir participé à cet horrible complot. Bon, et donc condamnation à mort. Voilà, première condamnation à mort, cour d'assises de Benghazi. Et nous allons être saisis par différentes instances, différentes personnes de ce dossier. Personne ne s'en souciait. Ils étaient en prison depuis plusieurs années. Bon, et nous avons travaillé sur ce dossier. Moi-même, me consacrant à celui, bon, parce qu'à un certain niveau j'allais dire de gravité ou oui, de danger. Bon, j'ai continué, bien que je sois président, à payer aussi de ma personne, mais entouré de dizaines d'autres avocats. Et donc, je me suis consacré à la défense essentiellement d'Achraf El Hajouj, donc, qui avait été donc, torturé, violé par des chiens et qui avaient donc fait des aveux comme les autres infirmières, qui avaient expliqué qu'elles avaient effectivement, alors elles avaient été en contact avec des agents américains et avec des agents israéliens, il faut toujours quand même qu'il y ait les ingrédients. Donc les ingrédients, la CIA, le Mossad, et qui les avaient payés et qui leur avaient fourni le sang contaminé pour qu'ils aillent l'inoculer à ces pauvres enfants. Bon, nous avons travaillé sur le fond grâce à des experts, le professeur Montagnier, vous vous rappelez peut-être, et le professeur Colisi, qui étaient les deux co-découvreurs du virus du sida, qui ont réussi à faire une enquête épidémiologique qui démontrait que cette thèse de la contamination volontaire était une thèse parfaitement irréaliste et fantaisiste. Bon. Et donc, ces personnes-là torturées, les infirmières, elle ajoute également. Et qu'avons-nous fait? Alors, nous avons participé à leur défense, mais ils ont été condamnés à mort. Après, vous savez l'histoire, qui est d'ailleurs dans l'actualité, l'intervention du président Sarkozy qui les a fait sortir. On en reparle beaucoup en France. Ça, c'est les liens entre la France et la Libye, dont je ne dis rien, même si nous avons assisté à certaines choses. Et donc, ils sont libérés. C'était l'essentiel pour un avocat de voir ses clients sortir des tortionnaires. Et là-dessus, le président Sarkozy avait négocié avec le président Kadhafi un petit deal, hein, parce que le président Kadhafi voulait être réintroduit sur la scène internationale après avoir fait abattre un avion un avion civil contenant des passagers. Il voulait à tout prix revenir sur la scène internationale et donc négociation avec le président français. Et dans cette négociation, il y a eu notamment sa venue en France. Bon, invité par la France, donc à venir. Il est arrivé avec près de 300 personnes, c'est très bien. Et alors, ce qui a été moins bien pour lui, c'est que nous avons déposé une plainte sur la base de la compétence universelle pour torture contre lui et contre des officiers supérieurs dont nous avions le nom. Car, vous savez, dans les combats, même ceux qui paraissent perdus d'avance, il y a parfois une faille dans la cuirasse. La faille dans la cuirasse, c'était que le régime de Kadhafi était un régime terrible. Hein, je parle vis-à-vis de ses concitoyens. Hein, parlons pas des autres, enfin, les autres aussi. Bien. Et il y avait un de ses fils qui est toujours en vie, l'islam, euh, qui était destiné à lui succéder, qui était présenté comme le visage plus libéral que son père, moins compromis dans certaines affaires, ainsi de suite, et qui avait de l'influence dans le pays en tant que fils de son père, et puis c'est une personnalité, hein, et qui avait donc fait diligenter une enquête par les services de police et nous avions un PV d'enquête de la police et d'interrogatoire d'un policier libyen qui racontait ce qui s'était passé et les tortures dont avaient été victimes les infirmières et les médecins parisiens. Donc nous avions un dossier et donc nous avons déposé cette plainte alors que M. Kadhafi venait triompher donc à Paris au bras du président Sarkozy, et on a un peu gâché la fête, mais rassurez-vous, les juges d'instruction qui ont été saisis de l'affaire immédiatement, hein, j'étais à Paris, déposé la plainte avec mention de partie civile, bien. Et là, bon, là, à ma demande,
les juges d'instruction ont sollicité le ministère des Affaires étrangères pour demander la liste des personnes qui accompagnaient le président Kadhafi. Bon, nous savions, tout le monde savait qu'il y en avait 200 ou 300. On a eu une liste de 30 noms. Et nous faisions cela parce que nous soupçonnions fortement que les officiers supérieurs qui avaient supervisé l'arrestation, les interrogatoires et dont les tortures faisaient partie des invités. Eh bien, dont on a eu 30 noms, il n'y avait pas ceux que nous visions. Quant au président Kadhafi, l'argumentation, c'était la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Hein, les présidents en exercice ne sont pas ne peuvent pas être arrêtés, même sur la base de la compétence universelle, ce qui est éminemment contestable, et donc il a pu repartir. Bon. Et nous avions quand même aussi dans parce qu'Avocats sans frontières, notre principale caractéristique, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure de talent oratoire, bon, je vous assure, un talent oratoire déjà chez nous, dans nos pays, vous savez qu'il y a toujours des gens pour le contester, enfin, mon talent, le vôtre. Alors vous imaginez quand vous allez à Kigali avec les traductions ainsi de suite, les effets de manche, il vaut mieux les garder pour soi. Et donc, nous avions dans nos... Donc c'est du travail, notamment le travail, c'était la jurisprudence Pinochet. Monsieur Pinochet, qui en 98 vient, il n'est plus président, il a une copine qui s'appelle Margaret Thatcher, dont il vient rendre visite, comme vous, vos amis, vous, Benoît, vous venez donc à Paris, ou Kilani, vous venez en France. Voilà, bon, il rend visite. Et là, un juge espagnol, Garzón, qui était saisi de plaintes de citoyens espagnols et aussi chiliens de torture contre le président Pinochet, eh bien, euh, il a obtenu l'arrestation de Pinochet en Angleterre. Ça fait longtemps, ça fait 25, 26, 27 ans, mais enfin, on s'en souvient. Et alors, après, il y a eu tout un concours de circonstances qui fait qu'il a été libéré, notamment pour des raisons de santé, mais la compétence universelle, dont cet outil extraordinaire que vous avez tous, chers confrères, à votre disposition. On peut vous en dire davantage, la saisine du sous-comité contre la torture, mais peut-être Benoît Mestre va en reparler de ces outils-là. Bon, la plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme, avec la Cour africaine des droits de l'homme. Vous n'êtes pas seul au monde. D'abord, il y a des gens comme ceux qui sont ici, qui sont à vos côtés dans ce combat. Et puis, vous avez ces outils juridiques, et j'en termine par là. Merci.